Bienvenue dans votre journal Afrique. Au sommaire de la deuxième partie, le MAG Santé. Ce soir, nous parlerons dermatologie et des effets du soleil sur la peau. Quels sont les risques? Les peaux noires sont-elles également concernées? Comment s'en protéger? Le docteur Marie Jourdan, dermatologue et spécialiste des peaux noires, répondra à nos questions. Mais d'abord, place à l'actualité. Rentrée scolaire en RDC, le pari de la gratuité. Des millions d'élèves reprennent le chemin de l'école demain. Le président Tshisekedi a décidé de rendre effective cette gratuité scolaire. Nous verrons quel défi cela pose. C'est un des tabous de la société malgache, celui de l'avortement. Il est passible de 10 ans de prison, y compris en cas de viol. À 5 jours de la visite du pape, les associations lèvent le voile sur l'avortement clandestin. Un reportage dans ce journal. Un coursier pour récupérer votre déjeuner à la maison et vous le déposez au bureau. Ce service, une entreprise le propose depuis quelques mois à Conakry et l'application fait déjà fureur. Plus que quelques heures avant la rentrée des classes en RDC, pour la première fois, la gratuité, pourtant inscrite dans la Constitution, devrait être effective. Elle concerne les écoles primaires publiques. Un reportage de Dadi Songonzo, Joël Lumbala avec Anthony Fouchard. Les cours de récréation sont encore vides, les salles de classe aussi. Lundi, ce sera pourtant une toute autre ambiance. Des centaines d'élèves vont faire leur rentrée dans cette école de Kinshasa. Et pour la première fois cette année, Sylvie Yoa ne va pas sortir son porte-monnaie au moment de l'inscription. Lors de la campagne du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement, et voilà, ça s'est réalisé et on en profite aussi. L'école gratuite pour tous, c'est prévu depuis plus de 10 ans dans la constitution du pays. Mais la mesure n'a jamais pu être appliquée. Au Congo, ce sont les parents qui paient les salaires des enseignants. Et ils sont d'ailleurs nombreux comme André à s'inquiéter. Vont-ils être payés? La gratuité, c'est pour l'État. Mais nous, du moins, avec le paie qu'on recevait et avec la motivation, en tout cas, on était à même de pouvoir faire face aux dépenses qu'on pouvait. Mais actuellement, on ne sait jamais qu'est-ce que l'État va nous donner. Et jusque-là, on s'en plaint parce que nos enfants doivent aussi rentrer à l'école. Jusque-là, dans nos poches, on loge le diable. On n'a plus rien encore. Autre inquiétude, les effectifs. Dans cette école, les inscriptions ont explosé depuis l'annonce de la gratuité. Et André pourrait bien se retrouver avec 80 élèves, voire plus dans sa classe. Alors à quelques heures de la rentrée, le directeur provincial tente de rassurer. Si dans cette école où nous sommes ici, par exemple, les classes sont pleines, l'inspection va se charger de prendre le surplus pour le transférer dans les classes de l'école à côté. Et si toutes les écoles sont pleines, nous devons avoir l'intervention du gouvernement provincial pour créer des espaces temporels. L'espace physique existe, on peut monter des tentes en attendant que l'on puisse construire des classes, réhabiliter celles qui sont là en mauvais état de délabrement. Les experts congolais estiment que cette mesure, une promesse de campagne du président Tshisekedi, devrait coûter 4200 milliards de francs congolais, soit 40% du budget total de l'État, une somme que le gouvernement cherche encore à financer. L'Éthiopie veut développer ses relations avec l'État d'Israël. Le Premier ministre Abiy Ahmed rencontrait son homologue à Jérusalem aujourd'hui. Les deux pays sont culturellement liés par la communauté falacha, des Juifs éthiopiens, dont beaucoup se disent d'ailleurs victimes de discrimination en Israël. Mais ce que les deux premiers ministres recherchent, c'est une coopération renforcée en matière de sécurité et d'économie. On écoute les deux premiers ministres s'exprimer. Nous sommes tous les deux mis au défi. Nous sommes mis au défi par des terroristes islamiques radicaux. Non seulement ils nous défient, mais ils défient le monde. Et nous croyons que nous pouvons offrir une certaine expérience, une expérience partagée que nous avons acquise parce que malheureusement, nous avons besoin de nous défendre. Nous attendons avec impatience la participation d'investisseurs israéliens aux industries clés que nous avons mentionnées, ainsi que dans les secteurs des télécoms, de l'aviation, de la logistique et de l'énergie, que nous avons ouverts à la privatisation partielle. Au Soudan, les consultations se poursuivent pour la formation du gouvernement. C'est la prochaine étape attendue de l'ère post-Omar el-Béchir. Et depuis la chute de l'ancien président, un vent de liberté souffle sur le pays. Des pratiques, des métiers autrefois interdits sont désormais possibles. Le récit de Pierre Desorgues.
Mohamed El Fateh aime fréquenter ce salon de tendance pour hommes. Le jeune étudiant opte cette fois-ci pour un dégradé haut avec teinture. Et en prime, un soin du visage. Une coquetterie, une fantaisie capillaire. Impossible sous le régime précédent. En fait, du temps de la dictature, les gens n'avaient pas le droit d'avoir leur coupe de cheveux préférée. Les gens devaient avoir une coupe précise, celle qui était permise à l'époque. Et si quelqu'un enfreignait cette règle, il pouvait se faire battre ou insulter. Dès sa prise de pouvoir en 1989, Omar el-Béchir impose alors la loi islamique la plus stricte. Mohamed Ahmad Badawi devait se cacher avec ses amis pour fumer le narguilé. Avec la chute du dictateur, fini le temps de la clandestinité et des combines pour ne pas se faire prendre. Nous devions informer le propriétaire en l'appelant. Nous devions faire très attention. Et une fois à l'intérieur, nous devions verrouiller la porte derrière nous. Même pour partir, nous devions suivre une procédure compliquée, car les soldats de l'Ancien Régime surveillaient toujours le quartier. Ces nouvelles libertés ne se résument pas à ces petits plaisirs du quotidien. Il y a 1 an et demi, les forces d'Omar el-Béchir avaient fait fermer les espaces publics, lieux de rassemblement et donc potentiel foyer de la contestation. Aujourd'hui, Smaya Sadiq peut à nouveau vendre son thé sur cette place qui fait face au Nil. Une nouvelle liberté vitale pour cette mère qui élève seule ses 3 enfants. Mon salaire ne provient que de cet endroit, de la rue. Toute ma vie dépend de ce travail. Sans ce travail, je ne pourrais pas survivre, nourrir mes enfants ou payer leurs frais de scolarité. Une douce musique flotte dans les rues de Khartoum, celle de la levée des interdits. C'est un des tabous de la société malgache, celui de l'avortement. Il est passible de 10 ans de prison, y compris en cas de viol. À 5 jours de la visite du pape, les associations lèvent le voile sur l'avortement clandestin. Le cimetière des fœtus, c'est un reportage de Gaël Borgia. Au fond d'un potager, tout près de sa maison, Vulatine, dont nous avons changé le prénom, cache un terrible secret. 8 fœtus avortés, enterrés ici, dans cet enclos. Tous les siens, dont un nouveau-né accouché à 7 mois. Une fois que le bébé est sorti de mon ventre, la sage-femme l'a mis dans un sachet. Il a encore bougé pendant 10 minutes dans le sachet, puis il n'a plus bougé. Violée régulièrement par son mari alcoolique et chômeur, Vulatine prend en charge seule ses 6 enfants. Quand il a besoin de moi sexuellement, à n'importe quel moment, je suis obligée d'accepter. Parce que si je refuse, il me tue. À Madagascar, l'avortement est passible de 10 ans de prison. Des moyens contraceptifs sont accessibles à bas prix, mais avec un travail précaire, difficile pour Vulatine de consulter. Je n'ai pas le temps d'aller voir un médecin parce qu'il faut que j'arrête de travailler pour y aller, afin qu'il me prescrive un planning familial. Et si je fais tout ça, je risque de perdre mon emploi. Une femme sur 4 a recours à l'avortement, souvent au péril de sa vie, avec des risques d'hémorragie ou une perforation des organes. Cela se passe souvent chez une faiseuse d'ange, comme Lucie, infirmière retraitée qui souhaite également rester anonyme. On trouve le col. Et si on l'a fermé, on prend la pince. C'est très douloureux, d'après elle. En 2017, le Parlement a adopté une loi qui maintient la pénalisation de l'avortement malgré les appels des militants. Dans un pays majoritairement chrétien où le pape a une grande influence sur les politiques, les pro-avortements pensent qu'un discours différent du Vatican pourrait faire évoluer la loi à Madagascar. Si le pape n'aime pas l'avortement, qu'il ne fasse pas avorter sa fille. Ah, il n'a pas de fille. Qu'il n'aime pas l'avortement, qu'il ne fasse pas avorter sa femme. Ah, il n'a pas de femme. Alors pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'utérus, qui n'a pas de fille, qui n'a pas de femme, a des lois à dicter sur les femmes? Je trouve ça injuste. Chaque jour, 3 femmes meurent des suites d'un avortement clandestin à Madagascar. Et à propos des violences faites aux femmes en RDC, c'est aujourd'hui le 20e anniversaire de l'hôpital de Panzi. La structure dirigée par le docteur Mukwege est spécialisée dans la prise en charge de femmes victimes de violences sexuelles. Le docteur Mukwege qui a annoncé aujourd'hui le lancement d'un fonds mondial de réparation, et ce afin d'élargir à d'autres pays la prise en charge de ces femmes victimes de viols de guerre.
Voilà, et on passe maintenant à notre page des sports. On va commencer par du basket avec la Coupe du Monde et la défaite du Sénégal. Bonsoir Lise Laure. Bonsoir. Les Lions de la Teranga, effectivement, n'ont pas fait mieux que les 4 autres représentants africains. Le Sénégal a été littéralement foudroyé par la Lituanie, 101 à 47. Un sérieux revers qui tranche avec le parcours des Lions en 2014, lors de la dernière Coupe du Monde, où ils avaient réussi une qualification historique en 8e de finale. Avec 54 points d'écart, les Lions enregistrent la plus lourde défaite du tournoi. On écoute les explications du sélectionneur Moustapha Gaye. Les joueurs en face étaient beaucoup plus agressifs et ils étaient dans le rythme du match, très tôt. Donc dès le début du match, on a couru derrière le score. Et contre une équipe aussi physique, aussi tactique à droite, ça ne pardonne pas. N'ayons pas honte de reconnaître qu'ils étaient beaucoup plus forts que nous. Et moi, je pense que le score, il est anecdotique parce que perdre un match de 15 points ou de 30 points, on a perdu. On a perdu. Il faut se remobiliser le plus important pour essayer d'être meilleur le match suivant. On savait qu'on allait avoir un mondial difficile. Les joueurs ont fait une très bonne prestation dans les matchs de préparation, mais encore le niveau, notre adversaire du jour et de l'après-demain sont très coriaces. Bon, et quelle est la suite du programme, Lise Laure, pour les sélections africaines? Alors demain, l'Angola qui a été battu au premier tour affrontera donc l'Italie. La Côte d'Ivoire sera opposée au Venezuela. Belle affiche entre le Nigeria et l'Argentine. Quant à la Tunisie, elle rencontrera l'Iran. Et puis mardi, nouvelle journée dure pour les Sénégalais qui affronteront l'Australie. Bon, allez, on va passer au football et on va parler des meilleures performances des internationaux africains. Oui, on va commencer par la France. Pour le compte d'ailleurs de la 4e journée, Monaco a été tenu en échec à l'extérieur par Strasbourg. 2 buts partout. Et l'auteur des 2 buts monégasques n'est autre qu'Islam Slimani. En 2 matchs, l'attaquant algérien a déjà inscrit 3 buts. C'est un bon début pour le champion d'Afrique qui est arrivé cette saison en principauté en provenance de Leicester en Angleterre. Et puis en Angleterre, Aubameyang a brillé, d'après ce que j'ai cru voir. Oui, 4e journée de la Première Ligue et c'était aujourd'hui d'ailleurs le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham. L'attaquant gabonais a permis à son club d'arracher l'égalisation alors que les Gunners étaient menés. 2 buts partout donc entre Arsenal et les Spurs. Au total, Aubameyang a marqué 3 fois en 4 journées. Bon, Nicolas Pepe, en revanche, lui, il n'a toujours pas marqué. Et non, c'est vrai qu'il est scruté de très près parce que l'Ivoirien a quand même été transféré pour 80 millions d'euros à Arsenal. Donc, il n'a pas fait trembler les filets. Mais il faut dire que cet après-midi, il était tout de même passeur sur le premier but inscrit par le Français Lacazette. Bon, allez, on va terminer par le mercato d'été, Lise Laure, qui s'achève demain soir. Qui s'achève demain. Aujourd'hui, l'ancien international camerounais Aurélien Chejou s'est engagé pour 2 ans avec le club d'Amiens. L'ex-défenseur central de Lille évoluait la saison passée en Turquie et il est âgé de 36 ans. Puis on termine avec un autre international, Adama Traoré, qui vient de signer à Metz. Le milieu offensif malien de 24 ans est prêté pour une saison par l'AS Monaco. Alors attention de ne pas confondre Adama Traoré avec un autre joueur qui lui-même évolue à Metz, porte le même nom, mais lui, il est attaquant et il est malien. Voilà, bon, c'est pas les mêmes, ils s'appellent tous les deux Adama Traoré. Merci beaucoup Lise Laure, à la semaine prochaine. Et maintenant, posons-nous un instant pour imaginer une situation. Vous travaillez en ville, vous êtes coincé au bureau, vous ne pouvez pas rentrer déjeuner. Eh bien, il y a quelques années, vous auriez sans doute envoyé un petit du quartier récupérer votre nourriture à la maison ou n'importe où ailleurs. Aujourd'hui, une start-up guinéenne propose ce service et l'application fait fureur. Reportage à Conakry d'Abdoulrahman Ba, commenté par Anthony Fouchard. Abdoul Karim n'a pas de temps à perdre. Il a 30 minutes pour livrer un repas à quelques kilomètres de là dans un salon de coiffure. La patronne, Patricia, est une cliente régulière. Depuis plusieurs mois, elle a pris l'habitude de ce service de coursier qui se déplace à la demande. Je suis coiffeuse, donc je suis là dès 8 h. Donc je n'ai pas le temps d'aller manger, d'aller faire quoi que ce soit. Donc je me fais livrer, ça me fait gagner du temps. Et en plus, c'est un service vraiment rapide et puis un service de qualité. Pour recevoir sa nourriture sans se déplacer, Patricia rajoute 10 000 francs guinéens, environ 1 € à sa commande. Elle peut ensuite déguster et surtout partager. Mais avant d'arriver dans le salon de Patricia, tout est parti d'ici, dans les locaux d'Allo 224. Par téléphone ou sur le site internet, les employés du service de livraison réceptionnent les commandes. Vous désirez de la file avec fonio.
Ok, on vous envoie ça dans un instant. Ça tombe de partout. On n'a pratiquement pas de temps. À la tête de l'entreprise, Tierno Ibrahima Diallo, en quelques mois, il a pu embaucher 25 personnes. Chaque journée, on reçoit plus de 200 appels en ce qui concerne la livraison de repas. Et c'est dans tous les restaurants. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un peut nous appeler pour dire livrez-nous de chez Heroes, livrez-nous chez Illy Café ou quelque chose d'autre, un restaurant partenaire en tout cas. Et Allo 224 ne compte pas s'arrêter là. Le directeur est déjà en train d'étendre son offre pour pouvoir livrer rapidement des costumes sortis du pressing ou bien des colis urgents. Et c'est la fin de la première partie de ce journal. Place au MAG. On pense souvent à tort qu'elles ne peuvent plus être brûlées par le soleil. Et pourtant, ce soir, le MAG Santé parle dermatologie et des effets du soleil sur la peau. Quels sont les risques? Comment s'en protéger? Le soleil peut-il aggraver certaines maladies? Docteur Marie Jourdan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes dermatologue à Paris, spécialiste des peaux noires. Alors, on a beaucoup de questions de téléspectateurs sur ces questions des effets du soleil sur la peau. Mais peut-être d'abord, avant de commencer, une explication simple pour comprendre comment est-ce que le soleil agit sur nos peaux. Le soleil, c'est un ensemble de rayonnements électromagnétiques. Ça va des UV au rayonnement visible, la couleur, tout ce qu'on perçoit avec nos yeux, en passant effectivement par les infrarouges. Et donc tous ces rayonnements vont venir taper, vont être déjà plus ou moins arrêtés par la couche d'ozone, les nuages, etc. Et puis il y a une partie de ces rayonnements qui vont toucher la peau. Et quand ça touche la peau, qu'est-ce que ça fait? Ça touche la peau. Chaque rayonnement va avoir un effet différent. Mais globalement, les gens, quand ils pensent au soleil, ils pensent sûrement aux UV, préférentiellement. Et les UV, ils vont avoir plusieurs impacts sur la peau. Ils vont provoquer parfois des brûlures qui vont faire peler la peau, la rougir, ça fait mal, etc. Et puis, il y a des UV qui vont plus profondément dans la peau et qui, à long terme, provoquent des blessures d'ADN qui font en fait un vieillissement, des rides, des taches et qui accélèrent le vieillissement de la peau. Et puis, à long terme, ils peuvent effectivement provoquer aussi des cancers. Bon, on va prendre déjà tout de suite une première question d'une téléspectatrice du Burkina Faso. Quel danger le soleil peut avoir sur la peau africaine concernant côté maladie de la peau, des yeux et tout? En fait, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses. La peau noire par rapport à la peau blanche, elle est déjà bien protégée du soleil puisque la mélanine, la quantité de pigments que la peau fabrique, fonctionne exactement comme un parasol qui va venir se positionner au-dessus des noyaux des cellules de la peau. Et véritablement, cette mélanine va protéger comme un parasol l'ADN des cellules. Donc clairement, plus une peau est foncée, plus elle est génétiquement protégée contre les dangers du soleil. Cela dit, si on est exposé pendant très longtemps, on est protégé du soleil, par exemple si on vit depuis longtemps dans un pays tempéré, quand on va à nouveau aller dans un pays à forte exposition de soleil, on va quand même avoir des effets néfastes et on peut attraper un coup de soleil. Vous voulez dire que, par exemple, des personnes qui ont la peau noire, qui vivent en Europe et qui n'ont plus l'habitude des soleils très forts, quand ils repartent en Afrique, là, ils peuvent avoir des coups de soleil? Exactement. Quand on n'y va pas de manière progressive, quand on s'expose de manière brutale, on s'expose à deux dangers. Le coup de soleil, alors évidemment, ça ne fait pas forcément des rougeurs très importantes, mais la peau va briller. Oui, ça se présente, la peau est plus foncée et surtout beaucoup plus brillante et ça fait mal, ça chauffe, ça brûle, etc. Et l'autre danger, dont on parle peut-être moins, c'est l'insolation. Puisque, comme je vous l'ai dit, le rayonnement de soleil, c'est aussi les infrarouges. Les infrarouges vont pénétrer profondément dans la peau et vont faire chauffer la peau en profondeur et en fait ça va faire monter la température du corps et quand le système de refroidissement naturel, la transpiration, etc. est débordé, la température du corps s'élève et provoque une insolation où on n'est pas bien pendant 48 heures, etc. Autre question d'un téléspectateur sur les différents rayons du soleil. On va écouter. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter les petits boutons qui sortent sur les peaux des enfants dus au soleil? En fait, ces petits boutons, c'est probablement pas lié au soleil. D'ailleurs, on évite totalement, et puis c'est rare en Afrique d'aller exposer sciemment son enfant au soleil. En revanche, c'est lié, c'est ce qu'on appelle une milière, c'est des bourbouilles, c'est des boutons de chaleur. Donc c'est la chaleur, l'humidité,
qui va provoquer ces petits boutons. Effectivement, il y en a beaucoup chez les enfants, il y en a aussi chez les adultes, et je pense notamment aux gens qui sont alités, les personnes âgées, les gens qui sont hospitalisés, qui sont longtemps alités. La transpiration, le fait de mal aérer la salle, le fait de porter des habits trop serrés, synthétiques, qui vont accentuer la transpiration. Donc il faut aussi éviter de dessécher la peau. Par exemple, on croit à tort qu'on va se laver plusieurs fois dans la journée, mais en fait on dessèche sa peau et ça peut aggraver ce type de boutons. Donc finalement, il faut plutôt hydrater la peau en évitant les produits cosmétiques trop gras, qui aggravent aussi les petits boutons. Il faut aérer, il faut laisser l'enfant avec les tissus souples et qui permettent d'aérer, etc. Justement, on a une question à propos de la protection. On va prendre une question de téléspectateur, toujours à Ouaga. J'aimerais savoir s'il y a une pommade conseillée pour les zones où il y a trop de soleil. Oui, en fait, la première protection solaire, c'est de se protéger du soleil, d'aller à l'ombre, de ne pas s'exposer, etc. Si on est contraint d'être exposé au soleil, on va se protéger avec des textiles, des tissus, les habits, la casquette, les lunettes de soleil. Et puis toutes les parties qui sont exposées, on peut les protéger, je pense notamment au visage pour éviter les marques, le vieillissement précoce ou les taches, etc. C'est de mettre de la crème solaire tout simplement. Sur une peau noire, la crème solaire, on va la préférer vraiment transparente, que ça ne provoque pas un teint gris, blanc, etc. Parce que certaines crèmes contiennent des oxydes de zinc, des choses du titane qui font que c'est blanc. Donc sur une peau blanche, ça peut ne pas se percevoir, mais sur une peau noire, ça va donner un teint gris, pas joli. Donc il va y avoir des gammes de produits qu'on va préférer, mais il s'agit tout simplement de la crème solaire. Et le beurre de karité ? Le beurre de karité, c'est juste un cosmétique qui va venir graisser la peau. C'est pas du tout un protecteur solaire. Les gens peuvent confondre parce que on dit souvent que la peau noire est plus sensible au dessèchement. Et donc, on va la graisser pour qu'elle s'aime. Mais ça ne protège pas du soleil. C'est quelque chose qu'on peut mettre après le soleil. Parce qu'après le soleil, la peau peut être plus desséchée. Surtout que la peau noire, on sait elle desquame plus facilement, elle se dessèche plus facilement, elle perd d'ailleurs plus facilement de l'eau. Et donc, on va aller la graisser après le soleil. Mais le beurre de karité ne protège pas du tout du soleil. Il protège simplement du dessèchement. Autre question, docteur Jourdan, concernant la protection des enfants, on écoute. Je voulais demander au docteur si le soleil est dangereux pour tout le monde ou si c'est plus les enfants. Il est dangereux pour tout le monde. Il est dangereux plus on est clair et les enfants sont plus clairs et ils foncent avec l'âge. Donc un enfant en dessous de 3 ans, il n'est absolument pas dans sa carnation et sa couleur de peau définitive. Et en plus, un enfant en dessous de 3 ans, il a du mal à faire fonctionner les usines de production de mélanine. Il aura plus de mal à bronzer en fait. Le bronzage, c'est un phénomène de défense contre l'exposition solaire. On va fabriquer encore plus de mélanine qu'on en a naturellement, puisque cette mélanine, comme je vous l'ai dit, va faire office de petit parasol pour vite aller protéger l'ADN de ses cellules. Et un enfant, il a du mal à mettre en route cette usine. Il aura beaucoup plus de facilité, par contre, à prendre des coups de soleil. Mais ça ne protège pas à 100% un adulte. Un adulte qui est exposé absolument toute l'année à de fortes expositions solaires, sa peau a déjà mis en route les mécanismes de défense. Il est déjà probablement bronzé aux zones exposées. Mais comme on en a parlé, les adultes qui vivent dans des zones tempérées, quand ils reviennent dans des pays de forte exposition solaire, ils ne sont pas protégés. Ils sont fragiles aussi, ils sont plus Donc sensibles. l'exposition, elle est progressive, elle est nulle en dessous de 3 ans, elle est progressive pour les âges suivants. Donc il faut bien protéger les enfants qui sont exposés au soleil. Je voulais qu'on parle aussi du capital soleil. En fait, on parle souvent de ça, on dit que plus on est exposé au soleil et plus on développe un risque, enfin plus on a des risques de développer des cancers de la peau. C'est vrai aussi pour les peaux noires ? Oui, tout à fait. Le capital solaire, c'est un petit peu le capital qu'on a à la naissance génétiquement, et puis l'exposition solaire va venir le manger progressivement. Évidemment, quelqu'un qui est très blanc ou une rouquine va avoir un capital solaire quelque part plus faible, et plus rapidement il aura été mangé par le soleil, et quelqu'un qui a la peau noire sera génétiquement beaucoup plus protégé. Ça explique d'ailleurs que les peaux noires n'ont pas le même atlas de vieillissement. Les rides surviennent beaucoup plus tardivement, et en fait c'est parce que ce capital solaire est plus important, et ça permet de le conserver plus longtemps. Mais plus on s'est protégé du soleil, plus on le conserve aussi. Donc en fait, oui, génétiquement, la peau noire est moins sensible aux dommages du soleil, mais plus on la protège longtemps, plus on garde tout son capital. Bon, donc ce que je retiens, c'est qu'en fait, si les peaux noires vieillissent mieux, c'est parce qu'elles ont plus de mélanine. Ouais, c'est ça la chance des peaux noires. Et puis, voilà, exactement. Bon. Il y a une autre chose aussi sur le capital solaire, sur les mélanomes, les cancers de la peau. Est-ce qu'ils sont, du coup,
moins développé sur les peaux noires ou pas? Ah oui, l'incidence du mélanome est beaucoup moins importante sur les peaux noires, mais il faut savoir que la forme de mélanome est souvent différente. Le mélanome sur la peau blanche, on a tout à fait identifié le soleil comme risque principal, comme facteur principal du mélanome. Sur les peaux noires, il s'agit souvent d'un mélanome différent, un mélanome qui touche les extrémités, les orteils, les doigts, etc., qui est probablement plus de part génétique, même si il y a eu des cas de mélanome chez des personnes à peau noire qui se dépigmentent, qui utilisent des produits dépigmentants, qui non seulement eux-mêmes sont pourvoyeurs de cancer à long terme et qui en plus diminuent, puisque le but étant de s'éclaircir, diminuent ces petits parasols et on se retrouve avec une peau plus sensible. Et donc on va avoir de véritables dommages liés au soleil alors qu'on avait une peau à l'origine génétiquement plus résistante, mais on diminue son bouclier. Et en plus, ces produits sont carcinogènes, c'est-à-dire qu'ils ont un facteur de provoquer le cancer. Donc si je résume, quand on se dépigmente la peau avec le soleil, c'est encore pire. On a encore plus de chances de développer des cancers et plein d'autres maladies. Dernière question, docteur Jourdan. On n'a pas parlé du cas des personnes qui sont albinos, donc qui ont une dépigmentation de la peau. Les effets du soleil sur eux, c'est essentiellement une maladie qui craint le soleil. Oui, l'albinisme, c'est pas de cellules pigmentaires. Pas de cellules pigmentaires, ou alors il y a des formes, il y a beaucoup de types d'albinisme, mais en gros, soit on n'en a pas de cellules pigmentaires, soit on a des cellules pigmentaires, mais elles n'arrivent pas à transmettre le pigment aux cellules de la peau supérieure. Donc en gros, l'albinisme, c'est comme si on n'avait pas de bouclier. Si on n'a pas de bouclier, on ne se met pas au soleil. C'est zéro soleil. Donc un albinos connaît les risques liés au soleil, et je pense notamment aux yeux, parce qu'on parle de la peau, mais il y a les yeux et la peau, parce qu'il n'y a pas non plus de cellules pigmentaires dans les yeux, donc les rayonnements et la lumière va directement taper dans la rétine, et du coup c'est lunettes de soleil, textile, casquette, chapeau, etc. et crème solaire. Merci beaucoup, docteur Marie Jourdan, dermatologue à Paris, spécialiste des peaux noires. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.